Quels que soient les continents, la criminalité organisée représente une menace majeure pour les États. Elle déstabilise les systèmes économiques, politiques et menace les démocraties. Alors, la violence du crime organisé est un des éléments consubstantiels justement à ces organisations. D'ailleurs, on la retient dans les critères de définition. La violence ou sa menace est un élément de caractérisation de ces organisations, que ce soit les mafias, les triades ou les yakuza. L'usage de la violence est un trait majeur de leur mode de fonctionnement. Par ailleurs, on le voit, l'organisme des Nations Unies, l'ONUDC, en fait d'ailleurs un élément primordial de définition, puisque la Convention de Palerme en fait état de manière très claire. Alors, même s'il faut prendre ce chiffre avec beaucoup de prudence, l'ONU estime que la criminalité organisée générerait plusieurs milliards de dollars par an et serait à peu près au 8e niveau de PIB mondial. Il est clair que le trafic de drogue est extrêmement lucratif. 1 kilo de cocaïne produit en Amérique latine sera vendu 1000 dollars. Puis, en Europe, ce même kilo vaudra 50 000 dollars au gros et 150 000 dollars au prix du détail. On voit bien que ces bénéfices sont faramineux et qu'autour de ça, il semblerait que tout soit autour de la logistique d'acheminement de la drogue dans les pays consommateurs. Est-ce que cette criminalité organisée est toujours vénale et parle-t-on toujours de bénéfices? Alors, c'est un enjeu majeur d'estimer justement les gains du crime organisé. La première question qui nous vient à l'esprit, c'est la question de quoi parle-t-on? La définition du crime organisé pour ensuite savoir quelles sont les activités qui génèrent des profits. Donc, crime organisé, controverse. Néanmoins, on sait qu'il y a un certain nombre d'activités criminelles, type trafic de stupéfiants à l'échelle internationale, qui génèrent des gains de manière assez considérable. Donc on ne va pas s'aventurer, je ne vais pas m'aventurer sur le terrain de l'estimation des gains, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a suffisamment de profits pour alimenter de manière historique des organisations, que ce soit en France, notamment je pense à la French Connection, qui s'est spécialisée sur un segment précis de transformation de morphine base en héroïne, souvenez-vous, dans les années 60-70, où les chimistes français s'exportaient très bien et parvenaient justement à élaborer une héroïne de très bonne qualité qui se vendait en Amérique du Nord comme des petits pains. Le trafic extrêmement lucratif de la drogue illicite représente-t-il une menace importante pour les États et comment faire pour lutter contre? On l'a vu, l'usage de différents modes opératoires est en constante évolution. Alors effectivement, les trafiquants usent de moyens liés justement à la dérégulation à l'échelle internationale. Je pense à la globalisation. Donc les trafiquants exploitent la globalisation. Et à ce titre, les États sont interrogés sur, d'un côté, on abolit les frontières, on fait que les États sont de plus en plus interdépendants, mais par ailleurs se développe un effet inattendu ou peu travaillé du point de vue des États, c'est-à-dire le déploiement d'organisations criminelles qui vont exploiter les failles générées par ces formes de mondialisation. Donc ça interroge la question des routes de la drogue à l'échelle internationale et du positionnement des États. Certains États sont peu attentifs aux circulations de marchandises et le trafic de drogue va exploiter ce manque de réactivité et de réaction des États. Citons par exemple la voie aérienne qui est très intéressante puisque un certain nombre de trafiquants se déportent sur d'autres voies d'acheminement. Alors traditionnellement c'était la voie maritime, ils s'acheminent vers la voie aérienne parce que les États n'ont pas le temps de réagir. Quand on passe par exemple de la Colombie à l'Espagne ou à l'Afrique de l'Ouest, s'agissant de la cocaïne, il est très difficile pour les États de réagir en temps réel. Donc il faut bien avoir à l'esprit que connaître, c'est mieux réagir. Et donc connaître les voies d'acheminement des drogues, c'est faciliter le travail pour les services de l'État. Donc on l'a bien vu dans une étude qu'a fait l'INEGI, en fait, l'utilisation des jets privés dans le trafic de cocaïne est une adaptation à l'augmentation répressive sur la voie maritime et dans les aéroports. On peut le voir aussi avec la production
de cannabis qui s'est relocalisé en Europe et qui permet aux trafiquants d'éviter d'acheminer le cannabis des zones de production historiques, puisque ce cannabis est désormais produit juste à côté du consommateur. Est-ce que c'est une histoire de coût, là encore, Nasser, cette relocalisation du cannabis en Europe? Oui, on considère que les organisations criminelles et ses membres agissent de manière relativement rationnelle. C'est une rationalité limitée, mais néanmoins, ils parviennent à réduire les coûts, ce qu'on appelle les coûts de transaction. C'est-à-dire tout un ensemble de coûts liés à l'information, liés à l'acheminement des produits. Donc tous ces coûts sont intégrés et les organisations vont cibler les possibilités de fourniture de drogue là où ça va leur apporter le plus. Et alors, l'histoire de l'utilisation des jets privés ou des avions de tourisme est un exemple édifiant qui montre bien comment les trafiquants utilisent des zones qui sont peu surveillées. En France, il y a un certain nombre d'aérodromes secondaires qui sont très très peu surveillés et qui ont été exploités par des trafiquants, notamment pour acheminer de la drogue depuis la France jusqu'en Grande-Bretagne. Il y a eu quelques exemples, notamment dans le Pas-de-Calais. Il y a d'autres exemples entre l'Espagne et le Maroc, l'utilisation d'avions de tourisme. Mais on peut citer d'autres exemples d'adaptation, à l'instar des entrepôts de cannabis, de production de cannabis à l'échelle européenne. Et là, effectivement, David, tu peux peut-être nous rappeler qui sont les acteurs de ce type de trafic. Alors, c'est clair que ce qui est important dans cette relocalisation du cannabis à côté des zones de consommation, c'est qu'on voit des groupes criminels d'origine sino-vietnamienne qui interviennent partout dans le monde avec le même type de mode opératoire. On va voir le même type d'usine en France qu'en Nouvelle-Zélande ou au Canada. Et là-dessus, ça questionne aussi sur la capacité de cette criminalité organisée à avoir une action internationale et transnationale. Alors, effectivement, et tout l'enjeu, c'est la question de la connaissance. C'est-à-dire il y avait des signaux faibles, sans doute, dans les années 90, début des années 2000, mais on est à guère prêter attention parce qu'il y a de l'inertie dans les dispositifs répressifs qui fait qu'on s'intéresse davantage aux drogues dures parce que aussi la mortalité et la morbidité liées à la consommation de ces drogues est beaucoup plus forte que celle liée à la consommation de cannabis. Du coup, les États ont toujours une espèce de difficulté à s'adapter aux réalités. Alors, l'exemple de la culture de cannabis est intéressant parce que lorsque les États s'adaptent, les trafiquants s'adaptent aussi. Donc, c'est une course encore perpétuelle entre ces deux types d'acteurs. Concernant les réponses publiques de lutte contre la criminalité organisée, peut-on y voir parfois aussi d'autres stratégies qui sont sous-tendues? Par exemple, d'intervenir dans des pays tiers ou de renforcer la réponse sécuritaire dans un pays? Alors c'est ce qui est souvent évoqué, notamment s'agissant des États-Unis, où on a souvent considéré que la lutte contre le trafic, la guerre à la drogue précisément, était un moyen d'instaurer une sorte de mainmise de cet État sur d'autres contrées. Je pense notamment avec le plan Colombie, les États-Unis ont financé à hauteur de plusieurs milliards de dollars la guerre à la drogue, et c'était un moyen aussi d'asseoir leur présence dans ces pays-là. Donc ça, c'est un enjeu effectivement qui est à court, notamment dans certains débats scientifiques qui montrent que c'est une espèce de cheval de Troie pour certains États pour asseoir leur hégémonie.